Alors donc j'ai intitulé la communication et défis de la gouvernance de l'eau et je vais rentrer directement dans le vif du sujet en essayant de montrer en quoi les questions de gestion de l'eau sont des enjeux qu'on pourrait dire mal structurés parce qu'on ne peut pas les traiter de manière classique par les modes d'action publics classiques. Alors pourquoi mal structurés? Parce que d'une part, ce sont des problèmes, on l'a dit souvent, transsectoriels qui suscitent des conflits, des conflits d'usage. Alors des conflits d'usage, il faut voir qu'aujourd'hui, on n'est pas dans des sociétés où se manifestent violemment ces conflits, ça a lieu ailleurs, mais c'est plutôt des conflits d'intérêts, et donc ça veut dire que derrière, il y a des arbitrages qui sont très tendus souvent, hein, et qui sont peut-être pas visibles pour le commun des usagers, mais dont on sait évidemment qu'ils suscitent des très fortes tensions. Ces problèmes ils sont aussi transterritoriaux, on l'a dit, hein, ce sont des transferts d'eau, ce sont des transferts potentiellement de pollution, ce sont des relations amont-aval, et évidemment, là, ça transgresse en quelque sorte des territoires connus, qui sont les territoires politiques. Autre aspect, ce sont des problèmes désynchronisés du temps des activités humaines. Et on a toute une série d'exemples où on a des effets hérités. On a par exemple dans l'estuaire de la Gironde une pollution métallique, un métal qui s'appelle le cadmium, dont l'héritage est en fait une industrie très ancienne qui est aujourd'hui arrêtée, mais dont on continue à payer la facture en quelque sorte. C'est un effet hérité. Et des effets différés, hein, on peut bien imaginer ce qu'ils sont aujourd'hui avec les 100 000 molécules chimiques qu'on utilise dans notre quotidien et qui sont des inconnus pour l'avenir et dont on ne sait pas exactement les impacts qu'ils pourront avoir. Et puis, dernière caractéristique, ce sont des problèmes qui sont liés à des incertitudes scientifiques et techniques permanentes. Alors, on a la question aujourd'hui qui revient très fort, qui a été évoquée, c'est les effets territorialisés du changement climatique. On voit sur les grandes régions continentales à peu près ce que pourrait donner le changement climatique, mais dès lors qu'on approche des zones beaucoup plus précises, eh bien, ce sont des grandes incertitudes, et gérer ces problèmes-là avec ces incertitudes, eh bien, ça rend beaucoup plus complexe la question. Et on a d'autres questions qui sont les contaminants émergents, les pollutions diffuses, qui sont aujourd'hui aussi objets de difficultés et même de controverses. Tout le monde n'est pas d'accord sur la réalité des problèmes. Il n'y a qu'à voir tous les débats sur les pesticides, par exemple. Donc je vais, si vous voulez bien, aborder cette question à partir de trois points de vue. Alors, ce qui nous avait été proposé dans l'argument de la conférence, c'était l'hydrosolidarité. Alors, je dirais que l'hydrosolidarité, c'est un terme qui renvoie plutôt à peut-être un horizon, un objectif, mais qu'en réalité, dès lors qu'on veut passer des principes à l'action, et je sais qu'il y a parmi vous toute une série d'acteurs qui est en prise avec ces questions-là, eh bien, on se retrouve en train d'avoir à gouverner différents types d'interdépendances. Et ces interdépendances, aujourd'hui, on a de tendance à les rendre de plus en plus explicites et à essayer de les faire discuter ensemble. Alors ces interdépendances, elles sont territoriales, elles sont ensuite institutionnelles et organisationnelles. Et puis le troisième point, c'est qu'on l'a beaucoup vu, on a fait appel aux usagers, on les a souvent convoqués dans nos débats, il y a toute une sorte de gouvernement des conduites individuelles, et je ferai un petit point là-dessus. Alors je vais, vous allez le voir, donner quelques idées, à chaque fois donner une illustration, en essayant de tenir le temps qui m'a été imparti. Alors tout d'abord, la question des interdépendances territoriales. Alors on l'a vu, le bassin versant est devenu une sorte de territoire de référence aujourd'hui pratiquement indiscutable, sauf que se pose toujours la question de cette tension entre les territoires politiques et les territoires dépolitiques. C'est vrai pour l'eau, c'est vrai pour l'urbain, c'est vrai pour d'autres enjeux, pour la biodiversité aujourd'hui, et on voit bien que la légitimité on pourrait dire de l'efficacité gestionnaire qui a promu le bassin versant comme territoire naturel de gestion, eh bien, ça se confronte quand même à la question de la légitimité politique. Il n'y a pas d'élus au suffrage universel à l'échelle du bassin versant. Quelle est la responsabilité démocratique de ceux qui se désignent à cette échelle-là? Et puis, si quelques élus ont senti qu'ils pouvaient tirer de ça une forte légitimité politique et une audience publique, ben pour beaucoup, ça reste quand même des territoires où on n'ose pas trop s'aventurer parce qu'il faut aller se confronter à d'autres élus, d'autres enjeux, et potentiellement, ça peut être risqué d'un point de vue électoral. Un autre point qui se pose très fort, c'est la question des retards dans l'application des politiques de l'eau. Ça a été évoqué, il me semble qu'on a beaucoup parlé des cadres institutionnels, mais on a beaucoup moins parlé de l'application.
Et aujourd'hui, bon, nous, notre travail de sociologue, c'est aussi de regarder cette réalité-là. Et il y a une multiplication des cadres et des dispositifs de gestion, et il n'y a pas toujours l'application qui suit ou l'implémentation qui suit. Alors, je ne vais pas rappeler tout ça, puisqu'on en a parlé hier. Toutes les lois européennes, puis nationales, et je pourrais rajouter locales, j'en ai cité quelques-unes ici. Une qui n'a pas été citée, qui va avoir une importance très forte pour la France, c'est la directive cadre pour la stratégie pour le milieu marin. C'est une stratégie sur la mer. Et donc là, on crée des interdépendances entre les territoires les terrestres et les territoires maritimes. On parle de méritoire. Hein. Et donc ça, c'est nouveau parce que ça va faire tenir ensemble des choses qui, juste là, étaient complètement séparées. Et on est typiquement dans l'approche de ces interdépendances dont je parlais. Et puis ensuite, on a toutes les lois que j'ai évoquées, dont le Grenelle de l'environnement, qui a été une initiative assez importante en France. Alors on retrouve là la question de la gouvernance territoriale multiniveau de l'eau. On a nos 6 grands bassins tels qu'on les avait déjà évoqués. Et puis on a des organismes de rivières. Hein, ce sont voilà, des établissements territoriaux publics de bassins qui sont une autre échelle, et encore à une échelle plus réduite, on a des dispositifs de planification qui sont ces schémas d'aménagement de gestion des eaux. Il faut rappeler que c'est la loi de 92 qui les a promus. Regardez ici pour Adour-Garonne. Donc tout le monde parle des sages, mais si on regarde la réalité, regardez ceux qui sont mis en œuvre, hein, c'est du bleu foncé, ben, il n'y en a pas beaucoup. Et il y en a qui sont en révision, dont notamment celui des nappes profondes dont il sera question cet après-midi. Donc il ne faut pas non plus, il faut regarder la réalité en face, c'est-à-dire que ces dispositifs-là, ils ont du mal à émerger, ils ont du mal à se mettre en place, et parce que ben, ce sont des territoires très difficiles pour la gestion de l'eau, et c'est des politiques très complexes. Donc loi de 92, 2012, regardez, on n'est pas non plus complètement au bout du chemin, loin de là. Une autre forme d'hydro-territoire, parce qu'on parle beaucoup des bassins versants, je crois qu'ils sont rentrés dans les mœurs en quelque sorte, mais il en émerge d'autres des hydro-territoires. On a parlé ce matin des captages des prises d'eau. On a en France, je suis frappé que de la proximité des avancées, mais qui ne doivent pas être un hasard, on a exactement la même démarche qui a lieu en France sur ce qu'on appelle des dispositifs d'aires d'alimentation de captage, qui sont une production du Grenelle de l'environnement, où à l'époque on a déterminé 500 captages qu'on a jugés prioritaires parce qu'ils étaient objets potentiellement de pollution par des ressources, par des pollutions diffuses, notamment agricoles. Et donc on a désigné ces captages comme devant faire l'objet en priorité d'une protection élargie. Et donc là on est typiquement sur ce qu'on a évoqué, des nouveaux territoires de l'eau. C'est l'eau des villes qui est dans les champs, donc ça va être l'eau des villes et l'eau des champs, et on va sanctuariser des châteaux d'eau potentiellement pour les villes, pour les urbains, dans les champs. Et dans le texte qui est là, il est prévu que ces champs captants soient transformés en agriculture biologique. Alors vous imaginez dans certains territoires ruraux où il y a une agriculture très intensive, ça leur tombe sur la tête, hein, de dire que pour des urbains, il va falloir qu'ils transforment leur agriculture intensive en agriculture biologique, bon, sous des conditions, des accompagnements, etc. Mais ça crée quand même des tensions dont vous pouvez imaginer l'importance. Alors vous constatez qu'il y en a assez peu dans le sud-ouest. Alors vous direz, il n'y a pas beaucoup de pollution ou de problèmes. C'est pas du tout ça. C'est que la profession agricole, il y a une mobilisation très forte. On a étudié ça de très près pour expliquer pourquoi il y a si peu de captage stratégique dans le sud-ouest. Et donc ça renvoie aussi à des formes de lobby, de pression et des tensions entre tous ces acteurs de l'eau. Deuxième point, j'ai parlé de gouverner des interdépendances institutionnelles et organisationnelles. On voit bien que la gestion de l'eau en France, elle est face à de nouveaux impératifs, la gestion de l'eau potable en particulier. Donc on voit, après-guerre, l'enjeu c'était la desserte universelle. Il fallait amener de l'eau dans tous les foyers. Ça a été atteint de manière très efficace hein, par tous les services de l'eau. Mais aujourd'hui, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on est passé d'un impératif de desserte universelle à un impératif de sécurisation de la ressource. Et je crois entendre des choses voisines ici. Donc il y a le passage en fait d'une forme aussi d'exigence de conformité sanitaire, on veut de l'eau qui effectivement ne comporte pas de problème pour la santé, à une exigence de qualité sanitaire et environnementale de l'eau. On voit monter en France, moins en France qu'en Allemagne ou en Europe du Nord, l'exigence des usagers, c'est de dire ben, nous on veut de l'eau de bonne qualité, mais pour nous, de l'eau de bonne qualité, ce n'est pas simplement de l'eau conforme, c'est de l'eau qui n'a pas subi de traitement ou qui en a subi le moins possible. Et ça, ce sont deux politiques complètement différentes, parce qu'on passe là d'une gestion par filière, faire de l'eau conforme, on sait faire, avec de l'eau très dégradée, on peut faire de l'eau
potable, conforme, mais pour avoir de l'eau de qualité, c'est une toute autre problématique, c'est de la gestion territoriale. Il faut changer de logiciel en quelque sorte. Et puis on passe finalement du génie technique au génie environnemental, et là aussi ce sont d'autres cultures, d'autres métiers, et ce glissement est en train de s'opérer, notamment sous l'impulsion des directives européennes. Et puis il y a un autre impératif qui intervient, c'est l'impératif de rationalisation. On a 800 000 km, je crois, de tuyaux en France. Donc il y a une forme d'injonction au regroupement des collectivités. Il faut passer par des intercommunalités. Les petites collectivités n'ont plus le poids financier pour assumer cela. Donc il y a une forme d'injonction à la rationalisation, une course à l'interconnexion de réseaux, avec la question du prix de l'eau qui est derrière, comment faire de l'eau de bonne qualité à moindre coût, et puis une question de paix sociale aussi, je vais juste montrer un exemple derrière. Alors qu'est-ce que c'est ce machin? C'est deux situations à quelques années d'écart, entre d'une part, ici, il y a eu dans cette région, qui est dans le piémont pyrénéen, dans le pays de l'Adour, dans une vallée très agricole, il y a eu une récurrence de problèmes d'interdiction de consommation d'eau à cause de pesticides dans l'eau. Ce qui est quand même un choc social, quand vous arrivez au XXIe siècle avec des citernes dans les villages pour dire vous ne pouvez pas boire l'eau de votre robinet parce qu'elle est polluée, et on va vous donner de l'eau dans les citernes. Donc vous voyez le choc social que ça suscite, d'autant que ça s'est joué dans le canton du ministre de l'Agriculture de l'époque. Bon, certains reconnaîtront. Donc voilà quelle était la situation avec toute une série de petits captages, donc potentiellement pollués, et qui vous voyez, réunissaient des collectivités. Donc on est passé de ça, et la rationalisation a donné ça. Ici, les syndicats se sont regroupés. Là, la collectivité a acheté un captage et elle a acheté 40 hectares autour pour les sanctuariser. Il n'y aura plus d'agriculture là, parce que c'est désormais un captage protégé. Et puis, on a fait des tuyaux, et on a connecté tout le monde. Alors, quelle est la conséquence? On s'est dit, oui, on a sécurisé, effectivement, c'est un gain pour tout le monde, pour la collectivité. Il faut y regarder de plus près. Un des premières conséquences, c'est le prix de l'eau. Le prix a été doublé parce qu'effectivement, il faut payer toutes ces infrastructures. Deuxième niveau, c'est que fait-on de tous ces captages? Vous voyez, ils n'y sont plus là. Ça veut dire qu'ils ont été globalement abandonnés. Ça veut dire qu'aussi on a acheté la paix sociale sur ces territoires très agricoles. On a dit aux agriculteurs, vous n'aurez plus les contraintes de ces tout petits captages, puisqu'on a tout réuni. Et donc, en quelque sorte, il faut s'interroger sur la durabilité de ce type de politique qui, à court terme, semble attrayante et efficace, mais qui pose la question quand même des générations futures. Le jour où cette ressource-là sera en difficulté, quels seront les recours dont on disposera? Donc voilà, c'est un schéma que j'aime bien montrer parce qu'il illustre très bien toutes ces contradictions. Troisième point, j'ai dit, gérer l'eau, c'est aussi en quelque sorte des formes de... On gouverne les conduites individuelles. Alors ça, cette formule, le gouvernement des conduites, c'est emprunté à Michel Foucault, un philosophe très connu, qui a utilisé ça de manière très critique pour montrer comment le capitalisme, finalement, il a une forme de gouvernement des conduites sans commandement, en fait. C'est une forme... Alors je vais essayer d'illustrer ça. Bon, on le voit bien parce qu'aujourd'hui, on voit bien que l'environnement, c'est considéré comme l'affaire de tous. Et on est interpellé, chacun individuellement, comme apportant sa petite contribution au problème d'environnement. Et puis il y a un appel insistant à la responsabilité de chacun, mais chacun, c'est figures composites et parfois contradictoires. Quand on est usager, quand on est citoyen, quand on est consommateur, on est un peu schizophrène en quelque sorte. Et puis ça va bien aussi avec cet appel à l'injonction individuelle, avec des principes d'autonomie, d'autorégulation, d'autoréalisation individuelle qui sont l'apanage de nos sociétés modernes contemporaines. C'est une forme de modèle culturel. Il faut dire que chacun s'implique. Mais c'est vrai pour l'eau, mais c'est vrai pour la santé. Prenez soin de votre santé, mangez bien, faites du sport. C'est vrai pour la sécurité, surveillez-vous, mais surveillez les autres. Donc il y a tout un appel à l'implication individuelle. Et on a toute une multiplication de dispositifs de prise à témoin qui sont aujourd'hui dans l'espace public des dispositifs de responsabilisation, des dispositifs d'enrôlement, de concertation. Et il faut les regarder de près, ce qu'on fait dans nos travaux, mais aussi il faut les regarder de manière à la fois leur vertu, mais aussi de manière critique. Alors je vais en citer quelques-uns et puis les illustrer. Alors, il y en a un qui s'appelle Garonne 2050, qui est une prospective participative qui a été mise en place par la... c'est parfait. Qui a été mis en place par l'Agence de l'eau Adour-Garonne et qui donc propose d'inviter les acteurs, toute une série d'acteurs, même les citoyens, à participer
à une prospective sur le changement climatique qui tend à devenir une sorte de principe directeur de l'eau. C'est très, très fort. Donc la Garonne du futur, les futurs de la Garonne. Alors, je n'ai pas le temps de développer, vous pouvez aller voir sur le site, c'est très intéressant. Alors, voilà comment ça se traduit au final. On a fait discuter les gens de manière systématique. Alors c'est très long, ça dure 3 ans, hein. Et puis ils arrivent en fait à des scénarios, hein, qui sont exprimés ici par de l'infographie. Ça aussi, hein, des supports visuels deviennent un élément très important de la transmission, de l'enrôlement, de l'apprentissage des usagers. Et donc, bon voilà, alors je ne reviens pas sur ce, je ne les explique pas, mais chacun, il y a derrière de la discussion, il y a de l'expertise, parce qu'on a enrôlé des scientifiques, des experts, des bureaux d'études pour essayer de chiffrer tout ça. Et puis ça donne des perspectives, et après il va falloir arbitrer. Ça devrait aider normalement, hein, à orienter les prochaines politiques de l'Agence de l'eau. Autre dispositif, la directive 4 sur l'eau a imposé dans son texte, dans son article 14, une consultation obligatoire du public et du grand public, hein, à l'occasion de différentes étapes de la directive. 2005, 2008, 2015, et donc ça c'était le slogan de 2008, « L'eau c'est la vie, donnez-nous votre avis ». Voilà. Ce qui a connu, on peut le dire, je crois, un certain flop, parce que autant les organismes de bassin, ils savent consulter les parties prenantes de l'eau, les premiers cercles de l'eau, autant quand on leur dit « allez consulter 6 millions d'habitants sur votre territoire », alors là, ils sont complètement démunis. Et ils l'ont fait de manière très maladroite, je crois, avec des sondages d'opinion, enfin, tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce que nous, on leur a dit de ne pas faire. Mais enfin, je pense que ça vient, l'apprentissage se fait, on discute beaucoup avec ces personnes-là, mais donc, voilà, il y a tout un travail là à faire sur l'évolution de la consultation du public par notamment ces organismes dans le cadre de ces consultations nationales. Alors après, une autre façon de contraindre ou d'orienter les conduites, c'est les dispositifs techniques. Aujourd'hui, on est piloté par des objets. Ce sont les pilotes, les objets qui nous commandent. Alors, je pourrais en citer plein, mais je n'ai pas trop le temps. Mais ici, bon, il y a tous les objets hydroéconomes qui nous disent finalement qu'ils sont un moyen, un médiateur pour économiser l'eau. Et il y en a, et je pense qu'on en parlera peut-être cet après-midi. Il y a toute une série de politiques qui vont dans ce sens. Il y a ce qu'on appelle les compteurs intelligents. Alors, a priori, il n'a pas l'air très intelligent, mais l'idée, c'est qu'on fait porter dans la mesure de la consommation d'eau d'autres informations potentielles, c'est-à-dire qu'on va dire à l'usager, on va l'informer en temps réel. S'il y a une anomalie dans sa consommation, on va lui dire soyez vigilant, on va vous envoyer un SMS ou un mail ou quelque chose pour vous dire tiens, il se passe quelque chose chez vous. Et donc vous lui faites endosser en quelque sorte, à travers l'objet technique, une part de la responsabilité, de la veille, de la vigilance. Hein. Et donc, bon, tout à l'avenant, on a comme ça toute une série d'objets techniques qui veillent, qui nous aident en quelque sorte à nous responsabiliser. Évidemment, il y a aussi, maintenant, l'eau, c'est quand même un business, il faut le savoir, et il y a des techniques de marché qui intègrent aussi cette question de la consommation éco-responsable. Donc on s'adresse là au moins aux citoyens, hein, ou à l'usager qu'aux consommateurs. Et là, on voit une traduction, en quelque sorte, à travers différents indicateurs de quels sont les équivalents de l'eau. Alors, on pourra avoir des étiquetages de produits bientôt qui mettront combien a consommé d'eau tel produit. Hein. Et donc, vous voyez que c'est une façon d'interpeller l'usager ou le consommateur en lui disant, quand vous mangez un steak, ben, vous avez 2383 litres d'eau consommée. Hein. Et donc, c'est une façon d'alerter, de lui dire, c'est vous qui êtes le consommateur d'eau à travers la consommation que vous faites. Et donc, on pourrait multiplier ça comme ça. Et je pense qu'on va aller vers, là, regardez, pour un hôtel, on a la consommation. Et après, bon, évidemment, c'est un argument de marketing et de vente. Mais aussi, on voit que le consommateur est censé être un consommateur responsable. Alors, dernière vision, c'est la communication. Alors là, il y a une prolifération, une imagination incroyable. Je ne sais pas si vous suivez celui d'en haut, là. Celui-là, j'adore. Voilà, Quicker Bath Can Save Lives, avec le Malabar qui arrive derrière. Donc voilà, donc il y en a toute une série de choses comme ça, et là on s'adresse à l'information des uns et des autres, avec, bon, évidemment, c'est tout l'aspect de notre société de la communication se retrouve dans ces démarches-là, où on est censé interpeller l'attention, la sensibilité, et là, ça, évidemment, ça ne manque pas. Donc, vous voyez, mes conclusions, c'est de s'interroger sur, on le voit, l'appel à la responsabilité comme forme de technique de gouvernement. Alors on l'a vu, responsabilité interinstitutionnelle ou interterritoriale, interorganisationnelle, et responsabilité
individuelle. Donc on voit que c'est un des leviers très forts aujourd'hui, et il faut être conscient que de certains travers possibles. Bon, il y a ce qu'on appelle l'éco-lassitude, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, il y a une sorte de l'éco-scepticisme sur le climat monte, parce qu'on dirait qu'il y a une sorte de saturation, en quelque sorte. L'idée que aussi, il y a des inégalités économiques et socioculturelles entre ceux qui portent comme un étendard la façon dont ils arrivent, surtout les bobos des centres-villes, à avoir des pratiques écologiques, ils portent ça comme un étendard, et puis il y a ceux qui portent comme un fardeau le fait que dans leur commune, ou parce qu'ils sont dans tel secteur, ou parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils se font stigmatiser parce qu'ils ont des comportements qui ne sont pas conformes à la norme. Donc vous voyez, ça crée des inégalités à laquelle il faut être très attentif. Ensuite, bon, j'en ai parlé un petit peu, mais on va plutôt vers une dérégulation. C'est-à-dire que, est-ce que, au nom d'ailleurs de la liberté de marché, on voit qu'il y a une forme de dérégulation et dont il faut se poser la question de son efficacité. La concertation, la participation, tout le monde l'appelle de ses voeux aujourd'hui, mais dans quelle perspective? Est-ce que c'est une forme de recherche d'une caution citoyenne, d'une instrumentalisation, ou est-ce que c'est une création collective de futur, Et là, évidemment, il y a les deux, mais il faut être vigilant pour pas qu'il y ait une récupération. Et puis, finalement, moi, j'ouvre sur cette idée, sur le pari d'une forme de responsabilité solidaire, qui est, à travers les échanges qu'on peut avoir ici, c'est on construit des capacités d'action, on construit des capacités de lien social, et c'est, je crois, ce qui peut faire avancer la situation de l'eau. Voilà, je vous remercie.